Bonjour à tous, Estelle de Farming Together. Bienvenue dans un nouvel épisode de la saison 2. Aujourd'hui, j'ai traversé la France pour me trouver dans l'Aube. On va aller à la rencontre de Loïc qui est agriculteur céréalier. La particularité de cette exploitation, c'est que c'est une exploitation qui est plutôt propice à avoir des bons rendements et pourtant Loïc a su se remettre en question pour passer en agriculture de conservation et préserver ses sols. On va en discuter avec lui. Bonjour Loïc. Bonjour Estelle. Tu vas bien? Bien et toi? Oui, tu as fait bonne route? Oui, ça a été très bien. Ouais. Alors bon. Dis-moi, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais sur ton exploitation? Eh ben oui, alors notre exploitation, déjà on est associés. Je suis associé avec mon frère Eddy, donc en GAEC. Et donc on pratique l'agriculture de conservation depuis 2016. Moi je suis installé depuis 2007 et mon frère était installé auparavant en 1994. Et donc depuis l'installation de mon frère, on a diminué le labour et on est passé au TCS dans les années 98 environ. Alors c'est quand même intéressant parce que dans l'Aube, vous avez des terres assez propices en tout cas pour avoir des bons rendements. C'est assez rare dans le secteur de voir un agriculteur en agriculture de conservation. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Alors déjà plusieurs choses, c'est que déjà on a un terroir qui est très varié, donc on a différents types de sols, donc ça va du type de craie à de l'argilo-calcaire. On a aussi des limons sableux à silex et toutes nos terres sont très usantes avec beaucoup de cailloux. Donc sur les terres rouges plutôt du grès, donc des grosses roches même, et puis sur les terres blanches on a du silex. Donc déjà le labour, on avait tendance à remonter beaucoup de roches et après en TCS on use énormément le matériel quand même. Donc l'idée aussi c'était surtout d'un point de vue agronomique. Donc et ça nous a aussi permis de faire des économies de charges de structure. Donc déjà aussi bien au niveau mécanisation et consommation de carburant. Voilà. D'accord. Et donc tu es dans une démarche aussi de préserver tes sols. Je vois que tu as un ensemble plutôt rare, 100% en télégonflage. Voilà, donc justement c'est donc la nouveauté de passer également avec le semoir en télégonflage. Donc comme je te disais, notre exploitation est très morcelée et on est sur 3 sites. Donc on a 150 km pour faire le tour de plaine. Ah oui. Et donc déjà d'un point de vue transport, c'était compliqué. On travaillait tout le temps en jumelé à l'origine pour préserver nos sols. Et donc on a opté pour travailler avec des pneus basse pression et avec le télégonflage. Donc pour déjà avoir le gabarit routier et surtout avoir une pression adaptée au champ et sur route. Et donc justement, tu m'as dit qu'il y a une personne de chez Michelin qui venait aujourd'hui. Alors justement, voilà, exactement. Donc j'ai réalisé les pesées du semoir à charge, à vide, et du coup, pour avoir un bon conseil de pression, j'ai appelé mon responsable de secteur de chez Michelin pour me préconiser, faire les préconisations de télégonflage, donc pour avoir la pression adaptée au champ et également sur route. Okay. Voilà. Donc il doit arriver incessamment sous peu. Ok, super. Bonjour Loïc. Bonjour Arnaud. Bonjour Estelle. Ça tombe bien que tu viennes pour pouvoir nous parler du pneumatique et qu'on puisse vérifier ensemble. J'ai fait effectuer les pesées du matériel, essieu avant, essieu arrière, essieu du semoir et de l'ensemble. Et du coup, si tu pouvais me conseiller pour les précos au travail et au semis. Les gros avantages du télégonflage, ça va être de diminuer l'usure sur la route, d'aller diminuer la consommation en réduisant la surface de contact au sol également sur la route. Et au champ, le gros avantage, ça va être la diminution du tassement du sol et donc l'amélioration des rendements agronomiques. Et c'est ce troisième argument qui est le plus pertinent en fait sur tous ces outils aujourd'hui traînés, parce que c'est pas globalement sur la route qu'on va avoir une amélioration de la consommation, mais c'est bien au champ où on va avoir une diminution de l'impact du tassement de par l'effet basse pression, mais également du télégonflage où on va aller diminuer la pression sur cet exemple jusqu'à 0,6 bar. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller vraiment agrandir la surface de contact au sol et donc répartir la charge, donc permettre plus facilement aux futures cultures de prendre place au champ et dans la ligne de semis d'éviter un surtassage supplémentaire.
Donc nous, dans l'optique, sur le tracteur, on avait donc équipé déjà le télégonflage pour limiter la largeur au transport, parce que pour éviter la compaction des sols, on était monté donc en jumelé auparavant, et donc par rapport au transport sur route, vu l'étendue des parcelles, c'était trop compliqué. C'est pour ça qu'on a opté sur le télégonflage, et donc on a monté des pneus plus larges pour essayer de gagner en adhérence, et aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, et donc associé au télégonflage. C'est-à-dire que eux, c'est toujours dans l'optimisation des rendements agronomiques et donc de limiter le tassement. Et le gros avantage de ce pneumatique-là, c'est que déjà, on va avoir une surface d'empreinte qui va être augmentée de par la largeur du pneumatique en 900. Mais en plus de ça, il va être augmenté en longueur de par le phénomène de télégonflage qui va permettre d'aller baisser les pressions au champ. Ils ont fait le choix d'avoir l'ensemble du convoi équipé en télégonflage pour aller justement jusqu'au bout de cette démarche et pas avoir un tracteur sur lequel ils vont les respecter le sol et passer derrière avec des outils qui peuvent être avec 4 barres de pression. Donc là, ils sont vraiment sur la globalisation, on va dire, de l'exploitation aujourd'hui de télégonflage et surtout de respect des sols. Et la particularité de ce télégonflage, c'est qu'il est branché à la solution Michelin Zenatera qui permet en fait d'aller optimiser demain leur changement de pression avec l'enregistrement de configuration de différents convois à l'avant. On a fait le choix de cette option, c'est pour pouvoir enregistrer au préalable tous les outils que l'on a sur la ferme avec le tracteur et d'adapter les bonnes pressions au champ et sur route. Donc ce qui facilite dans l'ordinateur de retrouver chaque matériel. Par exemple, si on a un stagiaire ou un salarié, il peut facilement retrouver le matériel et adapter la bonne pression sur route et au champ. Merci pour les explications. Loïc, si jamais on peut aller faire un tour de plaine, voir ce que ça donne au champ. Pas de souci, on va aller au champ. Arnaud, je vais t'abandonner un peu. On se retrouve tout à l'heure au retour de la parcelle. Alors tu peux nous expliquer ce que tu as fait sur cette parcelle-là? Donc du coup cette parcelle, donc ici on est dans des terres argileuses. Ici c'est donc c'était une fétuque qui était implantée depuis 2 ans. Okay. Et donc depuis qu'on a l'Isidril, on sème en direct dedans. Donc on détruit au glyphosate la fétuque et après on sème en direct le blé. Donc vu que la fétuque c'est compliqué à détruire et à déchiqueter, au préalable pour semer avec un autre c'était compliqué et là de semer en direct, franchement ça c'est beaucoup plus facile et puis c'est surtout qu'on a une très belle structure en dessous. Comme tu le vois, l'implantation est plutôt belle. On est arrivé à trancher comme il faut les gazons parce que c'est quand même très très dense et on a pu implanter le blé à une bonne profondeur. C'était très bien, quoi. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as implanté cette fétuque-là, enfin l'intérêt par rapport à ton sol et le fait que tu veux préserver tes sols? Eh ben en fait, la fétuque, l'avantage c'est que déjà on rapporte de la matière organique et puis donc c'est une culture qu'on implante pour 2 ans. Donc on la plante sous couvert de pois et après elle est implantée pour 2 ans. Donc c'était en graminées porte-graines, c'est de la production de semences et donc l'avantage c'est que ça rapporte beaucoup de matière organique et aussi beaucoup d'éléments minéraux et des organismes vivants dans le sol, quoi. On a tendance à penser que dans l'Aube, il y a que des plaines assez plates, on va dire, et ici je vois que ça penche pas mal. Le 724, il arrive à tirer l'Isidril? Alors au niveau puissance, il n'y a pas de problème. Donc en fait ici là justement, on est parti dans la partie de l'Yonne. Donc on est sur le mitoyen entre les deux, la frontière entre l'Aube et l'Yonne est à 2 km. Donc là on est sur la partie d'Yonne. Donc ici oui, les terres sont complètement différentes, c'est plutôt typé argile, il y a des argiles à 45%. Donc le 724 au niveau puissance, il est largement assez puissant. Ce qui serait peut-être le souci, ce serait par rapport au poids. Il serait un peu juste en poids. L'avantage qu'on a sur le 724, c'est qu'on peut utiliser le report de charge sur le relevage. Donc justement pour implanter la fétuque, ça a été aussi une aide pour aider à bien trancher la fétuque avec les disques. Mais du coup, on a tendance à délester un peu l'arrière du tracteur et au niveau adhérence, on est un peu juste. Et donc c'est sur aussi ce point-là où on arrive à avoir le télégonflage qui nous permet d'allonger la longueur du pneu et de gagner en adhérence. Et donc de fait de la largeur et aussi de l'allongement, ça permet d'avoir une meilleure adhérence et aussi de pouvoir préserver notre sol, quoi. Du coup, ce que je peux te proposer, c'est d'aller voir une autre parcelle où on a implanté du blé en direct dans du tournesol. Donc là dans l'Aube,
avec l'aube, cette fois. Ok. donc avec un type de terre plus légère. D'accord. Voilà. Bon, on est parti. Donc tu vois là on est revenu dans l'Aube, donc on est sur une terre plutôt de craie, donc un fond de craie. C'est de la terre très légère qui ressuie assez vite, donc c'est plutôt de la terre où on fait des betteraves. Dans l'Yonne on fait plus du colza, blé orge, on implante la fétuque et de la luzerne. Et puis ici on a à peu près le même type de rotation. Et donc ici, on a récolté un tournesol au 20 octobre. En fait, ça devait être une parcelle de Yette. On a eu un problème de levée, ça n'a pas voulu lever à cause de la sécheresse. Donc on a réimplanté un tournesol derrière. Et là, on a implanté directement le blé en direct dans le tournesol le lendemain de la récolte. Bon, c'était occasionnel de faire du tournesol. Normalement, on le fait rarement en terre blanche. On choisit plutôt les terres argileuses, argilo-calcaires de Lyon ou même ici dans l'Aube où on a un peu de terre rouge. Mais bon, arrivé au mois de mai, on avait que cette culture-là en secours avec les traitements qu'il y avait eu sur le Yette, premier désherbage. Autant dans Lyon, donc derrière le tournesol en argilo-calcaire, on avait du mal où ça ressuyait pas. On a dû passer un coup de carrier pour pouvoir faire ressuyer la terre et arriver à semer. Et donc ça a fait comme un TCS, alors qu'ici on a pu semer sans souci directement dans le tournesol sans toucher. Donc les cannes elles restent debout. Bon, ça va pas du tout gêner au développement de la culture. Et puis même à la moisson, ça ne se verra plus. Bah là, pour te rendre compte de la souplesse de la terre, donc on voit quand même que c'est ferme malgré tout. Mais donc la terre comme ça, c'est de la terre très souple. Même s'il pleut des grosses quantités d'eau, c'est très drainant et il n'y a pas de problème de rétention d'eau et ça sèche rapidement, quoi. Tu sais que je prends un échantillon de terre à chaque vidéo. Oui. Tu me disais que tu avais de l'argile rouge à côté de la ferme. Oui, c'est ça. Et ben dans ce cas-là, je vais prendre un échantillon là-bas si ça te convient. Et bah, pas de souci. Ouais, bon, on est parti. Alors du coup Estelle, là je t'ai amené sur donc une parcelle qui est juste derrière notre exploitation. Donc c'est une parcelle très argileuse avec 45% d'argile. Et donc ici on avait implanté une févrole pour multiplier nos semences de couverts. Et donc la récolte avec la sécheresse ça a été assez compliqué, on n'a pas fait un très bon rendement. Et du coup on a voulu passer un coup de déchômeur pour essayer de réimplanter la févrole et puis faire un couvert. Et donc vu la sécheresse de l'été, bah, il a très peu levé, même quasi pas. Et donc c'est quand même un problème qu'on a rencontré depuis quelques années. En fait, la sécheresse d'été impacte un peu nos couverts. Donc on a un peu pallié en faisant un coup de herse à paille. Donc ça nous permet d'avoir une meilleure implantation du couvert et une meilleure remontée de capillarité. Donc nos couverts arrivent à lever. Donc bon, sauf ici en terre vraiment argileuse. Donc faut compter que la pluviométrie ces dernières années est plutôt de 450 mm à 500, alors qu'avant on était plutôt entre 650 et 700. Donc il y a quand même une vraiment grosse diminution. Et là concrètement on n'a pas eu d'eau depuis environ le 15 juin jusqu'au 30 septembre, quoi. Donc l'implantation c'est aussi un souci. Quand on a un couvert en terre rouge, on roule comme sur une moquette, donc là ça va très très bien. En terre blanche on a toujours ce ressuyage qui se fait plus facilement. Donc c'est quand même une contrainte quand on n'arrive pas à développer un couvert dans les terres colorées. Quand il y a un automne humide, pour arriver à semer derrière, c'est déjà un peu plus compliqué.
En fait, sur notre exploitation, depuis la nouvelle PAC en 92, on a toujours fait des couverts. Et ensuite, quand il y avait eu la contrainte de faire des couverts multi-espèces, en fait, nous, ça n'a jamais été une contrainte pour nous, parce qu'on a toujours fait des couverts multi-espèces déjà avant d'être en agriculture de conservation. C'est ce qui a aussi permis de faire remonter nos taux de matière organique dans les parcelles. Au démarrage, quand mon frère s'est installé, on était autour de 2%. Et là, on est monté jusque certaines parcelles jusqu'à 4, 4,5 quoi. Tout à l'heure, dans la voiture, tu me parlais que tu avais une pression insecte de plus en plus présente. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet-là ? On a, depuis l'arrêt des néonicotinoïdes, quand même un souci des pucerons, donc qui s'est avéré assez important, déjà sur les céréales. Et puis après, au niveau des betteraves, donc là, cette année, on a été très impacté. Et on s'aperçoit que, oui, au niveau des auxiliaires, on a énormément d'auxiliaires, mais ils sont arrivés beaucoup, au moins assez tard, et du coup on a eu énormément de larves de coccinelles et de coccinelles, mais elles sont arrivées 15 jours après le gros vol de pucerons, et donc on était à 10 pucerons par pied de betterave, donc c'était beaucoup trop important. Mais il y a aussi de nombreux autres ravageurs encore liés à la betterave, par exemple les hannetons, qui se sont développés liés au fait de pas travailler le sol justement, et on s'aperçoit qu'il y a une recrudescence, et du coup les betteraves se nécrosent, les corbeaux viennent déterrer les betteraves, et puis même si les corbeaux venaient pas manger les hannetons, ben en fait les betteraves se détruisent complètement. Et puis après, le dernier ravageur, c'est le Lixus junci, donc toujours par rapport à la betterave, qui après avoir pondu dans le pétiole, crée du rhizopus dans la racine de betterave. Et donc on s'est aperçu cette année en récoltant du sarrasin qu'on avait fait en culture dérobée après une orge de printemps mi-d'automne, où on a eu à la récolte énormément de Lixus, mais à un point où quand on a ramené la récolte à la ferme pour la faire sécher, le hangar était rempli de ce fameux Lixus. Donc on se rend compte que ces insectes-là montent. On a eu aussi les altises sur le colza avec des nombreuses contraintes liées à ça. Donc on espère qu'ils nous suppriment pas tous les insecticides pour pouvoir continuer, ou au moins après avec les néonicotinoïdes, là on a le rôle droit pour les betteraves, mais à côté de ça on a d'autres contraintes par rapport à nos couverts, ne pas implanter un couvert pendant 3 ans. Donc nous dans notre type de culture, c'est des contraintes où on pourrait avoir une belle image d'environnement agro-environnemental, et puis en fin de compte on est pénalisé par ces contraintes environnementales, quoi. Du coup, pour te proposer un échantillon de terre pour ta collection, si tu veux bien. Donc, comme tu peux le voir avec les pieds, là, c'est plus du tout le même terroir. Oui. C'est de la terre un peu amoureuse. Peut-être que tu auras un peu de vers de terre en plus. Là, tu vois, la structure est quand même belle. Ah oui, les racines sont bien descendues. C'est bien, hein? Et regarde un peu les vers de terre, la vie. Il est caché celui-là. Ah bah si, elle est là. Hop. Ah, là, le blé est très bien enraciné. Hein. Bon, en tout cas, Loïc, merci beaucoup pour la visite de ton exploitation. C'était super intéressant. Je pense que le bilan est plutôt positif depuis que tu es passé en agriculture de conservation. C'est vrai que ça n'a pas été évident déjà par rapport au regard des autres. C'est vrai qu'on avait des champs toujours plutôt travaillés au cordeau, avec pas un brin qui dépassait. Là, c'est différent. Donc il y a toujours un peu de la végétation qui reste, comme on a vu les cadres de tournesol. Donc question de ça, c'était une grosse remise en question. Après, le déclic, on l'a eu avec mon frère lors d'une formation. Donc on a fait plusieurs formations avec Antonio Pereira, puis bien d'autres, Christophe de Carville en l'occurrence. Et en fait, à un moment donné, on s'est regardé, on s'est dit, bah voilà, je pense que d'un point de vue agronomique, c'était aussi quelque chose qu'on
quoi on voulait aller. Et c'était la suite logique. Donc comme dit mon frère justement, on s'est un peu décompacté le cerveau parce qu'au lieu de décompacter le sol, les plantes le font maintenant, mais nous on a dû travailler sur nous-mêmes. C'est aussi important par rapport à comme je disais, la vue des autres. Mais une chose aussi qui est quand même importante, c'est que sur notre exploitation, on n'a pas rencontré de chute de rendement. Après, c'est difficile à s'en rendre compte, si tu veux, par rapport au fait qu'il y a eu de nombreuses sécheresses et des climats vraiment certainement différents. Mais par exemple, par rapport aux comparaisons de groupes ou tout ça, on s'aperçoit que nos rendements sont restés stables et qu'on a même potentiellement peut-être un peu monté. Donc peut-être lié aussi à la structure du sol qui est correcte et qui est belle. Et du coup aussi, d'un point de vue économique, d'un point de vue de la consommation de carburant, malgré la dispersité de nos parcelles et l'étendue, on a quand même toujours une consommation qui est fixe par rapport au transport, mais par rapport à la consommation générale de l'exploitation, on a quand même baissé de 25%. Donc c'est quand même énorme, sachant qu'il y a quand même 45 hectares de betteraves. Donc par rapport à la récolte et tout, ça a une consommation assez certaine. Donc de ce point de vue-là, d'un point de vue environnemental, on est très satisfait. Et puis après au niveau des phytosanitaires, on a peut-être diminué, et ça c'est sûr, une certitude par rapport aux fongicides. Donc c'est peut-être aussi lié au climat, mais je pense aussi à la réceptivité des plantes. Et par contre, en désherbage, on est peut-être un petit peu supérieur. On a un peu la phobie de l'adventice. On aime bien quand même que les champs restent le plus propre possible. Donc on essaie de faire ce qu'il faut, mais c'est vrai qu'on a quand même quelques contraintes par rapport à du régras résistant qui se développe un peu. Voilà. En tout cas, Estelle, je te remercie pour la visite, c'était agréable, ça permet d'échanger et puis aussi de pouvoir présenter notre exploitation à d'autres agriculteurs, si ça peut aussi donner des idées à certains pour ce mode d'agriculture. Nous, en tout cas, on est plutôt épanouis et on sent vraiment un retour vers l'agronomie. Donc, je te souhaite un bon retour vers la Bretagne et soyez prudents sur la route. Bien, merci à toi et à bientôt. Merci à toi, bon retour. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode. Encore un agriculteur qui croit en l'avenir de l'agriculture et qui préserve ses sols. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de nous laisser un commentaire. Et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour le prochain épisode.